Bonjour Caroline Laurence, soyez la bienvenue dans ce salon un petit peu particulier. Mais vous connaissez le Touquet, vous êtes déjà venu au salon plusieurs fois, je crois. Non, une fois, je ne sais plus exactement. Une fois, j'ai eu cette chance, c'était au moment de Et soudain la liberté, effectivement, et je regrette de ne pas être avec vous en chair et en os. Mais ce n'est que partie remise. Le nouveau roman s'intitule Rivage de la colère et comme vous le citiez à l'instant, Et soudain la liberté avait obtenu dans notre région un prix Première Plume. Et j'ai le sentiment, Caroline, vous allez me dire si c'est vrai, si déjà, au moment de la rédaction très particulière des Soudains à la liberté, comment vous avez fini ce livre, j'ai le sentiment qu'il y avait déjà bien ancré dans votre tête Rivage de la colère. Écrire ce livre-là vous hantait, en tous les cas, vous aviez très très envie de le faire. Absolument, c'est un livre que je porte en moi depuis au moins 20 ans, je crois, car cette histoire me vient de ma mère. C'est une histoire qui me rattache à mes origines personnelles, mauriciennes, puisque le livre se passe dans l'océan Indien. Et évidemment, il y a un long chemin entre le fantasme qui nous habite et la réalisation d'un roman. Et ce chemin a été rendu possible par ma rencontre avec Evelyne Pizier, donc pour Et soudain la liberté, qui m'a permis d'assumer mon désir d'écrire et donc de tenter l'aventure en solo pour Rivage de la colère. Avant d'entrer dans les détails, avant même de regarder un petit peu, ça va nous faire du bien parce que là, on a le droit d'aller à 1 kilomètre autour de chez soi. Alors, aller se promener du côté de l'île Maurice, ça va nous faire le plus grand bien, chère Caroline. Mais avant C'est vrai. d'entrer là-dedans, j'aimerais bien que vous nous disiez ce qui vous a fait choisir la fiction pour raconter cette histoire qu'à mon avis personne ne connaît ou à peu près personne ne connaît. On a tout fait pour que personne ne la connaisse. Alors relativement, on peut dire que de ce point de vue-là, ça a très bien fonctionné. Mais peut-être Mhm. parce que le livre prend une forme d'enquête, de procès. Il y a aussi ce côté-là dans le roman pour vraiment nous expliquer comment les choses se sont passées. Et pour autant, vous avez choisi d'incarner, de mettre des personnages de fiction et de faire un roman. Alors ça, c'était une évidence pour moi que l'histoire authentique, effectivement, que je retrace, prendrait la forme d'une fiction. Tout simplement parce que je crois profondément à l'incarnation des personnages. Je crois au fait que la fiction sert l'empathie et que pour revenir sur un drame historique, la meilleure façon sans doute de toucher le public et de le sensibiliser, c'était de lui faire partager dans sa chair le drame de ces Chagossiens dont on va reparler, j'imagine. Donc c'était absolument essentiel pour moi d'être portée par le souffle du roman. Et j'espère que le lecteur, lorsqu'il referme le livre, se sent lui-même un peu chagossien, chose qui n'est pas possible avec un ouvrage universitaire ou un essai historique. Alors, nous préciser parce que forcément les auditeurs, les internautes qui nous regardent n'ont pas la carte. Je tiens à préciser qu'en ouvrant le livre, hop, comme dans un livre d'aventure, on arrive directement sur une carte où vous nous montrez où sont ces fameuses îles. On prononce le S final, on dit Chagos, c'est ça? On dit Chagos, Ouais, c'est ça. oui. Alors, où sont ces îles, ces toutes petites îles, et qu'est-ce qu'elles représentent à l'époque où on ouvre le livre, c'est-à-dire dans les années 60 à peu près? Alors cet archipel se trouve en plein cœur de l'océan Indien. Pour vous le situer, c'est à peu près au sud des Maldives. Mais c'est un archipel qui était rattaché à l'île Maurice. Et l'île Maurice elle-même était sujet de Sa Majesté, puisque les Anglais sont restés là-bas pendant près de 160 ans. Et il se trouve qu'en 1968, l'île Maurice a accédé à l'indépendance, mais que ce qui pouvait s'apparenter à une grande fête populaire, à une vraie liesse, cachait en réalité une réalité beaucoup plus sombre et beaucoup moins reluisante, qui concernait ce fameux archipel des Chagos, que les Anglais en réalité voulaient garder dans leur escarcelle, parce que les îles étaient extrêmement bien situées et que leurs alliés américains leur avaient demandé un emplacement dans l'océan Indien pour construire une base militaire. On était en pleine guerre froide, les Chagos ont apporté des missiles de l'Afrique, de l'Asie, le Vietnam notamment, l'Afghanistan, etc. Et les Anglais, pour faire place nette, eh bien, ont ni plus ni moins déporté la population autochtone, donc chagossienne, et les habitants se sont retrouvés littéralement vomis sur les quais de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, au début des années 70. Et c'est un combat qui dure depuis plus de 50 ans et qui n'est toujours pas terminé à ce jour. Parce qu'évidemment,
c'est là où, comme vous le disiez il y a un instant, le roman prend toute sa force. C'est en nous faisant arriver sur l'île, j'allais dire dans la valise de Gabriel Némorin, et avec l'ambiguïté de la position de Gabriel Némorin dans ce qui va se produire, que vous nous avez raconté très rapidement, que l'on va prendre conscience de toute la tartufferie et de toute la sournoiserie qu'il y a à l'égard de ses habitants, qui sont forcément d'une naïveté inimaginable, parce que, pour donner juste une petite idée, il n'y a pas d'argent. Ils ne savent pas ce qu'est Absolument. l'argent. Donc là, on est dans les années 60 quand même, 1960, je le reprécise pour que ce soit bien clair. Donc il n'y a pas Tout à d'argent. fait. C'est dire si les manipuler et réussir à se débarrasser d'eux va pas être très compliqué si on est un tout petit peu fourbe, et ils le sont. Qui est Gabriel Némorin, chère Caroline? Alors, Gabriel Némorin est le secrétaire de l'administrateur colonial. C'est un jeune homme de 19 ans au début du livre, qui est issu plutôt de la bourgeoisie mauricienne. Il est créole, c'est-à-dire qu'il a la peau couleur thé au lait, café au lait, mais qu'il est plus clair que l'héroïne qui, elle, s'appelle Marie-Pierre la Douceur, qui est chagossienne et qui est, on va dire, descendant d'esclaves malgaches et qui a donc la peau plus noire. Et entre les deux, eh bien, c'est une rencontre évidemment entre deux univers, de classes, de rapport au langage, de rapport à l'éducation. Et ce qui va les unir, finalement, ça va être l'attachement pour ce paradis des Chagos avant que les Américains ne transforment l'île en base militaire. Et ça va être évidemment une histoire d'amour, j'allais dire même une tragédie amoureuse qui vise un petit peu à dépasser eh bien, les limites de chacun. Parce que ce que vous expliquez très rapidement dans le livre, c'est qu'il y a comme une graduation dans le racisme. C'est-à-dire ce que des Blancs pourraient, j'allais dire de façon très malvenue, éprouver pour les gens de l'île Maurice, les Mauriciens l'éprouvent pour les habitants des Chagos. C'est vraiment ça, hein. Toi, tu es encore plus noir que moi, donc j'ai une sorte de mépris plus grand encore. Oui, c'est ce que je voulais montrer aussi dans ce roman, c'était le regard double sur la colonisation, puisqu'effectivement, Gabriel Némorin, sa famille, qui se croit plus proche peut-être du pouvoir colonial anglais, ne mesure pas à quel point finalement le système aussi se sert d'eux. Et il y a effectivement une gradation selon la teinte de la peau, ce qui fait qu'au sein d'une même communauté, on observe un racisme qui suit une forme d'échelle et laquelle est directement liée à la teinte de la peau, effectivement. Et à ça, généralement, évidemment, se surajoute aussi une dimension sociale et économique, puisque plus on a la peau noire, plus on est en bas de l'échelle sociale. Au demeurant, on va aussi voir à travers les personnages s'organiser sur cette île quelque chose que peut-être on ne perçoit pas forcément ici en Occident, le peu de place que prennent les hommes dans la vie familiale. Les enfants, ce sont les femmes qui s'en occupent. C'est les femmes qui s'occupent d'à peu près tout d'ailleurs dans le roman, pour être très très concret. Et en se promenant avec Gabriel, qui arrive un petit peu de l'extérieur, on va voir à quel point, justement, le rôle de Marie-Pierre la Douceur, mais de toutes ces femmes, est prépondérant sur cette île, puisque les enfants, c'est leur affaire, puisque l'île, d'une certaine façon, c'est leur affaire. Absolument. On peut parler, je crois, de matriarcat d'ailleurs. C'est une île, comme souvent les îles tropicales, où les hommes ne sont ni des pères ni des maris. Il y a une forme aussi de liberté des corps dans les unions. On ne sait pas toujours de qui est l'enfant qui naît. On est dans une société où il n'y a pas d'administration. On ne va pas déclarer son enfant à sa naissance. Les choses sont extrêmement naturelles au sens premier, c'est-à-dire que la vie est très organique. Et les femmes jouent un rôle prépondérant, effectivement, et elles ont joué un rôle déterminant dans le combat qui continue pour la réclamation de ces terres, parce que tout simplement, elles n'avaient pas le choix. Quand elles ont été déportées à l'île Maurice et qu'il fallait se battre pour trouver à manger et de quoi nourrir les enfants le soir, eh bien, elles étaient obligées de monter au créneau, elles étaient obligées de se battre, elles étaient obligées de lutter. Et c'est comme ça aussi qu'elles sont devenues les premières résistantes de la cause chagossienne. Et moi, je voulais montrer aussi à quel point, par cette force du ventre, eh bien, elles étaient en mesure de porter aussi le combat d'un peuple tout entier.
parce que Marie-Pierre la Douceur va avoir un fils, il s'appelle Joséphin. C'est là où le roman, évidemment, permet des choses que ne permettrait pas le récit. Parce que ce qu'il devrait y avoir de fusionnel entre une mère et son fils n'est pas exactement au rendez-vous, puisque elle le trouve pas comme elle l'aurait voulu. C'est quelque chose qu'une mère ne peut absolument pas avouer à son fils, j'imagine, Ouais. peut-être plus facilement à une sœur, quelque chose. Mais elle est assez franche pour le dire. Elle dit voilà, il ne ressemble pas à ce que j'aurais voulu qu'il soit. Et on ne peut pas forcément le comprendre, mais on peut en tous les cas l'imaginer, en ce sens que c'est tellement important, les enfants, dans la vie de cette femme, qu'elle l'a idéalisé. Et il n'est pas ça. Et c'est là où le roman devient très intéressant. Je crois que sa maternité est une conquête. Effectivement, c'est pas du tout quelque chose qui est acquis à la naissance de l'enfant. Elle est déçue par ce fils qui ne ressemble pas à ce qu'elle avait projeté, à ce qu'elle imaginait aussi de son union avec le beau jeune créole mauricien Gabriel. Elle est complètement finalement prise à son propre piège parce qu'elle imaginait autre chose que ce qu'elle a. Et petit à petit, elle va faire la rencontre de son fils. D'une certaine manière, c'est ça. Et c'est aussi à travers le combat qu'elle va le voir émerger, grandir et qu'un amour enfin pourra naître. Mais c'est vraiment l'histoire d'une conquête. C'est tout à fait particulier la position du lecteur à l'égard de ce Joséphin parce que le livre est écrit évidemment sur deux époques. Ce qui se passe en 1967, que vous placez avec un regard un petit peu plus éloigné en tant qu'écrivain. Vous glissez dans le jeu pour nous raconter le deuxième temps. Et évidemment, le troisième temps, c'est le temps de la lecture. C'est notre temps à nous de lecteurs qui regardons ces deux époques. Ouais. La deuxième, même si elle est très proche de nous. Et c'est particulier parce que le Joséphin, il va être admirable dans son combat, dans ce long combat qui l'amène jusque La Haye, à la Cour internationale. Voilà. Et donc, tout ce qu'elle n'a pas pu mettre dans l'amour qu'elle aurait dû mettre à l'égard de son fils, nous, on le voit comme un héros. On le voit se battant pour elle de façon admirable. Et j'aimerais bien que vous nous disiez ce qui vous a poussé à prendre le jeu JE, à vous glisser à ce moment-là, alors que vous pourriez être plus proche de la mère, de la douceur, à prendre le jeu pour raconter cette période-là, Caroline. Alors je pense que ce jeu de Joséphin, c'est la voix de la colère. Encore une fois, le titre de ce roman, c'est Rivage de la colère. Et je tenais à ce qu'il y ait cette dimension presque incantatoire aussi, qui vienne secouer le lecteur, qui vienne lui rappeler qu'au-delà du roman, c'est une histoire vraie, qu'un drame s'est joué dans ces années-là, et que cette histoire qui pourrait paraître très lointaine, en réalité, nous concerne tous, parce qu'elle met en accusation la démocratie, notre aveuglement, et la manière dont les puissances continuent finalement d'écraser les minorités. Et ça dit aussi d'ailleurs que la colonisation n'est pas terminée. Et donc cette voix de la colère, j'avais envie de l'incarner à travers, on va dire, une temporalité contemporaine, puisque comme vous l'avez dit, il y a eu un grand procès en 2018 à la Cour internationale de justice à La Haye, et il se trouve que moi j'étais dans l'enceinte du tribunal avec la délégation chagossienne, puisque je me suis à mon petit niveau engagée aussi pour cette cause. Et je pense que c'est un mélange, cette voix de Joséphin, d'un résistant chagossien que j'ai rencontré, qui est le leader un peu de la cause, qui s'appelle Olivier Bancoult, qui a reçu en héritage de sa mère le combat pour son peuple, et un mélange de moi, la franco-mauricienne, qui cherche encore un peu sa place et qui est prise dans ces questions autour des origines, du métissage, etc. Et donc c'était peut-être la voix qui m'était la plus proche. Et au-delà de ça, il y avait aussi une dimension purement dramaturgique, puisque ce roman, je l'ai conçu comme une tragédie classique qui se passerait sous les tropiques. Donc c'est Racine au bord du lagon. Et que j'avais donc 5 parties conçues comme 5 actes, et que la voix de Joséphin, qui s'incruste entre ces différents chapitres, incarne pour moi un peu le cœur antique. C'est celui qui, encore une fois, vient nous secouer, nous déranger, nous remuer peut-être un peu au fond de nos tripes et puis nous rappeler que cette histoire nous concerne. D'entrée, on sent qu'il y a une tragédie, quelque chose dans l'antique, parce que vous nous racontez, je à peine le répéter, la mort d'un bœuf à coups de marteau, qui est quand même une sorte de Oh. sacrifice originel, Ouais, c'est ça. qui ouvre le roman et qui fait couler le sang tout de suite, dès les premières lignes, hein, dès qu'on ouvre le livre. Et c'est vraiment une scène quand même
assez impressionnante. Et je précise, bien entendu, c'est Gabriel qui découvre ça en arrivant sur l'île. Absolument, lors de son arrivée avec le bateau de ravitaillement, on décharge le bétail parce que sur les Chagos, il n'y avait pas de troupeau naturel. Et ce pauvre bœuf s'est cassé la patte et on ne pourra pas le sauver. Donc, l'ordre est donné effectivement de le tuer pour que les Chagossiens puissent avoir de la viande. Et eux ne voient dans cet animal que le repas, le festin qu'ils vont pouvoir faire. Là où effectivement Gabriel, avec son éducation, le savoir, le rapport peut-être à la mythologie qu'il connaît et maîtrise, voit presque le sacrifice du veau d'or, enfin une espèce d'idole comme ça, qui va être effectivement tué à coups de marteau dans le front. Et cette scène est une scène en réalité totalement authentique que ma mère m'a racontée lorsqu'elle a été aux Chagos, parce qu'elle a eu la chance de vivre avec ma famille mauricienne sur cet archipel avant, évidemment, que les îles soient fermées, vendues, etc. Eh bien, elle avait assisté à cette scène qui est à la fois sauvage du point de vue, on va dire, du petit monde colonial européen, etc., et qui était juste une action en fait alimentaire pour la population autochtone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, dans cette position de colon, on voit à travers ce qui se passe dans ces petites îles et à l'île Maurice, combien, je le disais tout à l'heure, la fourberie a été la principale occupation lorsqu'on avait décidé pour eux, pour ces gens, de ce qu'allait se produire. Vous nous racontez comment on les laisse quitter l'île encore, et ils en ont besoin de temps en temps. Quelqu'un est blessé ou quelqu'un a besoin, parce qu'il n'y a pas, évidemment, sur l'île, tout un tas de choses manquent. On les laisse quitter l'île et on ne leur dit pas qu'ils ne pourront jamais revenir. On les prévient de rien. Ils se retrouvent de l'autre côté, il n'y aura plus de bateau pour les ramener. Et on espère comme ça en vider un maximum pour, au dernier moment, éventuellement, ben, cela, on le fera un petit peu plus radicalement. Mais c'est ça, c'est cette position-là, cette façon d'agir qui est vraiment, me semble-t-il, plus détestable encore que de les prendre et de les jeter, ce qui est déjà assez moyen, il faut bien le dire. Ah mais tout a été fait de manière ignominieuse, effectivement, beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Effectivement, les Anglais ont élaboré une stratégie en 3 temps. Le premier temps consistait à faire partir le maximum de gens sans les informer qu'ils ne pourraient jamais rentrer chez eux. Mais il faut se mettre à la place hein, de ces Chagossiens qui, une fois leurs histoires réglées à Maurice, cherchent à prendre un bateau pour rentrer chez eux et qu'on leur dit ah mais non monsieur, c'est terminé, plus jamais, plus jamais. Et eux, ils ont dit au revoir à personne, ils n'ont dit adieu à personne, ils ont laissé leur bête, leur famille, enfin c'est cauchemardesque. Deuxième temps de la stratégie anglaise, ça a été une forme d'embargo, puisque ces fameux bateaux de ravitaillement qui étaient quand même nécessaires à la survie de l'île ont été coupés. Donc c'était à la fois un peu les affamer, alors pas complètement les affamer, parce qu'il y avait bien sûr la mer, le poisson, le coco, mais en tout cas de diminuer les denrées essentielles. Et le dernier temps, très violent, a été celui de la déportation physique, quand les Chagossiens ont été convoqués sur la plage principale de l'île Diego Garcia. Ça, c'était en 71, et qu'on leur a donné 1 heure pour faire leur maigre valise. Puis je parle de valise, ils n'avaient même pas de valise, ils jetaient des affaires dans des linges, dans des draps. Et ils ont été jetés dans les cales d'un bateau et vraiment déportés comme au pire temps de la traite négrière. Voilà. Je vais poser une dernière question. On ne va pas rester sur une note aussi triste parce que quand même, c'est quand même pas Oui. gai, hein. Je vous propose que vous nous parliez de cet arbre qui ne fleurit qu'une fois en un siècle. Et ça ressemble à une petite lumière au loin qui pourrait quand même éclairer le retour, parce qu'il y aura un retour. On permettra à certains de revenir un peu sur l'île et de passer. Voilà, ça fait comme une petite lueur, cette fleur, mais une fois par siècle, quoi, hein. Alors, il s'appelle le talipo. C'est un palmier rare qu'on trouve notamment au jardin botanique de Pamplemousse, qui est très connu à l'île Maurice. C'est un palmier que j'ai eu la chance de voir moi-même fleuri. Donc, c'est un plumeau d'argent au sommet de ce palmier qui, effectivement, jaillit 1 fois par siècle. Et après la floraison, le palmier meurt. Et un nouveau palmier né, etc. Et donc, c'est un thème, oui, un motif d'espoir. Et je trouve ça extrêmement poétique, j'avoue. Mais pour terminer sur une note positive, je veux vraiment insister sur le combat de ces gens et sur leur vitalité. Puisque, effectivement, ça ne pourrait être qu'une tragédie, c'en est une. Mais au-delà de ça, c'est la manière dont les gens se sont révoltés, moi, qui m'intéresse. C'est leur combat, c'est
l'envie de vraiment récupérer ces terres, pas simplement pour des raisons économiques ou que sais-je, mais pour des raisons de fidélité à la mémoire de leurs ancêtres et puis aussi aux générations qui arrivent. Et c'est pour moi une variation autour de David contre Goliath. Ce sont des gens qui n'ont rien, mais ce rien leur suffit quand même à défier la couronne d'Angleterre et derrière les États-Unis. Donc c'est quand même la métaphore pour moi, presque à la manière de Sisyphe, mais d'un combat qui dit la justice, qui dit la dignité humaine. Voilà. Rivage de la colère, c'est publié aux éditions des Escales et je suis persuadé que beaucoup de gens vont ainsi enfin entendre parler de cette histoire. Et vous n'y êtes pas pour rien du tout, chère Caroline. Merci beaucoup d'avoir Merci. participé à cette petite rencontre. Merci infiniment.